Bonjour à tous, et c'est un club de lecture que nous vous proposons aujourd'hui avec notre invitée Tess Gunty. À 30 ans, elle est la plus jeune lauréate du National Book Award depuis Philippe Roth, précise-t-on, il y a 60 ans. Son premier roman, The Rabbit Hutch, paraît en France chez Gallmeister sous le titre « Écoutez-moi jusqu'à la fin ». Elle y écrit nos solitudes, les violences, mais aussi nos croyances. Ancienne élève du génial Jonathan Safran Foer, Tess Gunty a grandi dans l'Indiana avant de rejoindre New York pour des études en création littéraire. Elle est aujourd'hui l'invitée de Bienvenue au Club ce vendredi et on s'en réjouit. Une émission programmée par Henri Leblanc avec Corinne Amar, préparée par Laura Dutèche-Pérez avec Sacha Mattei. À la réalisation aujourd'hui, Félicie Faugère avec Olivier Arnay. Bonjour Tess Gunty. Bonjour et bonjour. Merci de me recevoir. Marguerite Capel, votre voix française. Bonjour Marguerite. Bonjour. Comment allez-vous? I'm doing really well. I'm happy to be in France. Très bien, je suis ravie d'être en France. And it's really interesting to be here at this political moment. Intéressant d'être là dans ce moment politique. I'm really happy to be on this show. Thank you. Je suis très contente de participer à cette émission. Et ce n'est pas la première fois que vous venez en France. No. Vous parlez même un peu français. Yes, I understand it much better than I speak it. Je le comprends beaucoup mieux que je ne le parle aujourd'hui, mais I spent a year in Angers. J'ai passé une année à Angers. Il y a à peu près 10 ans, j'ai étudié pendant 9 mois là-bas. Et puis ensuite, j'ai eu une bourse d'écriture pendant 3 mois il y a quelques années à Paris. Donc j'ai quelques amis ici aussi et je suis toujours contente d'y revenir. Voilà pour la question des langues, parce que je suis sûre qu'il y a quelques mots français qui vont se glisser dans cet entretien avec vous, Tess Gunty, quand vous aurez pris un tout petit peu d'assurance. En attendant, vous me comprenez bien, je vais essayer de parler lentement pour vous éviter la traduction au même moment. Campé dans le Midwest, le roman, votre roman, Tess Gunty, Écoutez-moi jusqu'à la fin, raconte le quotidien des habitants d'un complexe défavorisé de l'Indiana. La Lapinière, c'est son nom si on le traduit en français. Blandine Watkins a 18 ans. Elle a été placée là, dans cet appartement, avec 3 garçons de son âge, Jack, Malik et Todd, qui ne sont pas tout à fait innocents dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire votre roman. Mais revenons à elle, revenons à Blandine. Blandine, c'est une grande lectrice, une bibliophile, comme on dit. Elle lit abondamment, mais surtout les livres des mystiques du Moyen-Âge. C'est vous, l'autrice Tess Gunty, qui lui avez mis cette étrange littérature entre les mains. Mais comment vous avez eu accès à cette littérature-là ? Eh bien, j'ai été élevée catholique. Ma mère était en fait dans un couvent jusqu'à ses 20 ans et le catholicisme a représenté l'essentiel dans ma vie pendant presque toute mon enfance. Et donc quand j'ai entendu parler de ces personnalités féminines en cours de religion, j'étais vraiment enchantée parce qu'il y avait très peu de figures féminines dans l'Église qui aient le moindre pouvoir, une autorité spirituelle et une maîtrise de leur vie. Et pour moi, ces femmes-là, en particulier au Moyen-Âge, étaient presque comme des sorcières. J'avais le sentiment qu'elles avaient une forme de magie, de sorcellerie. Enfant, en tout cas, moi je n'arrivais pas à les distinguer de la sorcellerie. Et donc même quand je me suis éloignée beaucoup de la religion elle-même, ces personnages ont gardé une place très importante dans mon imaginaire. Et en particulier Hildegard von Bingen, qui est une abbesse qui est née en Allemagne en 1098. Et c'est un cas particulièrement intéressant parce qu'elle avait énormément d'autorité intellectuelle et pas uniquement religieuse et spirituelle. Il y a des bibliothèques américaines où on trouve des auteurs comme Hildegard de Bingen, cette nonne allemande du 12e, ou c'est vraiment votre mère qui a importé ses livres à la maison ? C'était surtout grâce aux cours de catéchisme. Il y a aussi des personnalités que j'ai découvertes grâce à ma mère. J'ai été nommée d'après Thérèse de Lisieux, qui a écrit un livre, il y a un extrait d'ailleurs dans mon roman, où elle décrit un phénomène de transverbération du cœur. Plusieurs mystiques ont déjà décrit cette expérience où un ange apparaît et les poignards dans le cœur avec un rayon de lumière. Et c'est à la fois une expérience extrêmement douloureuse et en même temps qui apporte une forme d'euphorie divine.
Donc c'est un concept qui est devenu important pour moi en écrivant le livre, mais c'est surtout les cours de religion, de catéchisme et les recherches qui m'ont permis de découvrir ces personnalités. Hildegarde, qui a été canonisée depuis, icône des naturopathes pour ses pouvoirs de guérisseuse par les plantes, mais aussi par la musique. Il fait chaud, il fait très très chaud dans ce roman, dans votre roman Tess Gunty, en tout cas au début. Il s'ouvre dans l'appartement C4 de cette fameuse lapinière, cet immeuble où Blandine Watkins est à terre. Elle est blessée, elle sort de son corps, comme vous l'écrivez, et semble soudain connectée au reste du monde, et un quinquagénaire bioluminescent va courir vers elle en hurlant. Comment cette première scène vous est apparue ? Eh bien, je n'ai pas pu écrire cette scène avant d'avoir terminé le roman. Donc j'avais écrit tout le roman en suivant une espèce de logique inconsciente. J'essaie de faire confiance à mon inconscient. En général, je le trouve plus intéressant et plus vrai que moi. Et donc, quand je suis ce type de logique un peu onirique, je suis attirée par des lieux, par des images, par des personnages. Et ça m'intéresse beaucoup plus que tout ce que j'aurais pu prévoir, planifier à l'avance. Donc quand j'ai eu fini d'écrire le roman de cette façon-là, je suis revenue au début et j'avais essayé de l'écrire de 2 ou 3 façons différentes. Et c'est le moment où je l'ai réécrit, où je suis arrivée à ça. C'est presque comme un rêve, c'est difficile d'expliquer pourquoi certaines images vous viennent, pourquoi vous êtes attiré par certaines idées. Mais au moment de réviser le texte, il faut tout expliquer, tout justifier. On ne peut pas laisser des choses simplement parce qu'elles sont apparues. Donc je voulais que ce livre soit presque comme un mythe, une fable instable. Je voulais que les images soient légèrement surréalistes. Il y a une forme de déstabilisation. On a évoqué la mystique tout à l'heure autour de cette figure de cette nonne Hildegarde. Mais quel est pour vous, Tess Gunty, le lien entre la fiction et nos croyances ? Est-ce que la fiction est une croyance comme les autres ? Je pense que la religion et toutes les pratiques spirituelles nous entraînent à voir le monde de la même manière que la fiction nous forme aussi dans notre regard sur le monde. C'est une manière de voir le monde comme étant plein de signes, de symboles, de sens. On est en permanence en train d'essayer de traduire cette signification du monde pour en faire un récit qui a du sens pour vous ou du sens dans votre vie, dans votre existence. Et pour moi, à son meilleur, la formation religieuse peut être la même chose qu'une éducation littéraire ou en histoire de l'art. Ça peut permettre de donner un sentiment de sens, de signification insupportable au monde. Voilà, c'est une université, une école aussi pour vous, Tess Gunty, et on va y revenir sur l'écriture que là, vous avez réellement appris dans des cours d'écriture qui, comme ça se pratique aux États-Unis, on en parle souvent avec nos invités, cette écriture que l'on décrit souvent ici en France comme une pratique très solitaire et peut-être, voulez-vous nous le dire dès maintenant, qui peut aussi prendre une dimension collective dans cet apprentissage. Yes, I think there's a mistake that I sometimes encounter in thinking of these programs as places where you learn to write. Parle de ces programmes où on apprend à écrire. Ce qui se passe vraiment, c'est que ce sont des étudiants qui sont déjà extrêmement dévoués à cet art et ils y trouvent un endroit pour travailler, pour perfectionner leur art. Et c'est un endroit où les artistes se rencontrent. À Paris, bien sûr, il y a beaucoup de mouvements artistiques parce que c'est un centre pour ça. Mais je pense qu'à cause du coût de la vie, et puis parce que ça prend énormément de temps de créer quoi que ce soit d'un point de vue artistique. On a besoin de ces programmes pour créer l'espace, le temps et l'occasion de prêter réellement attention au travail, à ce qu'ils font, à échanger avec d'autres, à échanger des idées et aussi à être exposé à une littérature qu'on ne trouverait pas ailleurs. Pour moi, ça a vraiment été une période où j'ai pu travailler sur mon écriture. J'étais très jeune encore et j'ai pu vraiment me concentrer dessus de façon très intense, une intensité que je n'aurais pas eue si j'avais dû travailler ailleurs. Prendre confiance en vous aussi, parce que vous le disiez au début, vous n'avez jamais pensé que vous éditeriez, que vous publieriez un premier roman. Oui, même quand j'ai commencé ce programme, j'étais la plus jeune.
étudiante et je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. J'étais celle qui n'arrêtait pas de se lancer dans des nouveaux projets et puis de les abandonner. J'avais déjà écrit 500 pages et puis hop, je finissais par les balancer et passer à autre chose. Mais je crois qu'avec le temps, avec les encouragements, avec les questions, les défis que m'ont posés aussi les professeurs et les autres étudiants, j'étais en mesure au moins de trouver une forme, un récit, une façon de raconter une histoire qui ne m'abandonnerait pas et qui soit assez souple pour se développer avec moi. Parce qu'il m'a fallu 5 ans pour écrire ce roman et donc 4 ans en dehors du programme d'écriture. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos professeurs ? Eh bien, pour ce roman en particulier, il n'y a qu'un professeur, 2 qui l'ont vraiment lu. Je crois que quelque chose qui m'est resté, c'est Rick Moody, qui me servait de mentor, et il m'a donné un conseil extrêmement important et auquel je repense toujours. Il soulignait certaines phrases et il me disait « J'ai l'impression que ceci est un raccourci pour quelque chose de plus intéressant. » Et donc, je garde ça en tête quand j'écris. J'essaie d'éviter les raccourcis, j'essaie d'éviter les préjugés qu'on peut avoir sur un endroit, sur un personnage. Et je crois aussi que ce que les professeurs de ce programme m'ont appris, c'est qu'ils m'ont poussé à être moi-même. Ils m'ont poussé à m'éloigner, tourner le dos de ce que je pensais que le marché voulait et à me tourner vers quelque chose de peut-être plus difficile, de peut-être moins évident. Il y a un conseil que m'a donné Jonathan Safran Foer, auquel je pense toujours. Il m'a dit, c'est mieux d'écrire un livre que personne n'aimera sauf vous, sauf un livre plutôt qu'un livre que tout le monde aimera sauf vous. Très bon conseil, mais pas facile à concrétiser ou à réaliser. Tess Gunty, ce roman-là, ce premier roman, il parle aussi un peu de vous. Est-ce que c'est toujours plus facile pour commencer, ou peut-être est-ce le plus compliqué d'en revenir à soi, d'essayer de comprendre, d'écrire certains ressentis, certains vécus que l'on a pu avoir. C'est pas autobiographique, hein, mais il y a des éléments, on le comprend très vite, même dans ce que vous venez d'évoquer, qui se rapportent à vous. Est-ce qu'il faut toujours en revenir à ce temps aussi de l'adolescence, de ces 18 ans où on découvre le monde ? Je crois que je suis présente dans tous les personnages. En réalité, je suis vraiment proche de Blondine parce que c'est un personnage qui a des croyances et des peurs aussi que je partage. Mais je me sens présente dans chaque personnage du livre. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe quand j'écris un personnage, ou quand j'écris un événement, un endroit, quelque chose qui semble très éloigné de moi en apparence. Je me rends compte que ça débloque quelque chose en moi. Et on peut devenir très proche de ces personnages alors qu'il y a une différence en apparence. Parfois, ça permet peut-être de trouver une forme de sécurité, malgré le fait qu'on se dévoile, qu'on dévoile des choses avec lesquelles on n'est peut-être pas très à l'aise. Alors dans cette lapinière, dans cet immeuble où vit Blandine, il y a aussi un jeune couple qui vient d'avoir un enfant, un couple de retraités, un bûcheron qui va sur des sites de rencontres et un ado qui se filme dans sa chambre. Et puis il y a Joanne, modératrice pour le site reposenpaix.com et qui est la voisine de Blandine. Everything affects everyone. Tout affecte tout le monde, dit l'une des personnages de ce livre. Pour vous, l'autrice de ce roman, Tess Gunty, s'il y avait une phrase clé, ce serait celle-là. Si le roman avait une thèse, ce serait celle-ci. Tout affecte tout le monde. Yes, I think when I began to write this novel, the first question that I was interested in answering was how does structural violence create interpersonal violence? I saw this happening in my own neighborhood because of course j'ai vu ça arriver dans mon propre quartier. Bien sûr, c'est un roman qui parle de l'endroit où j'ai grandi, qui subit très lourdement le désinvestissement économique et tout ce qui va avec la pauvreté. Donc, des taux très élevés d'addiction, de violence, et bien sûr des taux beaucoup plus bas d'accès à l'éducation. Et donc, ce que j'ai vu, c'est que ces formes de violence structurelle qui avaient un impact sur mon quartier
elles existaient aussi plus largement dans l'État, dans le pays, dans le monde. Donc c'est très difficile de suivre ça au niveau macro. L'effet de collision en chaîne, de choc en chaîne. Et donc je voulais regarder ça à une toute petite échelle, vraiment micro, celle d'un seul immeuble sur une durée de 3 jours. Ce roman est un instantané de l'Amérique d'aujourd'hui, a dit le jury qui vous a consacré du National Book Award, Tess Gunty. Instantané, en français, il y a aussi l'idée de la photographie, du cliché, de cette photo qui saisit un instant et qui saisit un moment. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo que votre roman a prise de l'Amérique? Est-ce que c'est un pays peuplé d'une multitude de solitudes? I think that pour moi, de plus en plus, on voit bien que le monde est plein de solitude. Il y a beaucoup de raisons à cela. Mais je pense que c'est d'abord dû à des changements dans la manière dont on travaille, dont on doit s'éloigner de chez soi, dont la vie professionnelle devient de plus en plus instable, dans ma génération en tout cas. Et puis il y a aussi évidemment le développement d'Internet, qui a créé une forme de solitude partout dans le monde. Je pense que tous les gens qui se sentent seuls ont le sentiment d'être le seul à ressentir ça. Mais quand on commence à discuter avec des gens, on voit tout de suite que presque tous les gens que je connais, en tout cas, ont pu ressentir cette solitude, au moins en tout cas à une période de leur vie. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, c'est à ça que je pensais. Ce sont des solitudes interconnectées, mais ce sont aussi des êtres qui ont tous en commun de rêver, d'avoir envie, au fond d'eux-mêmes, d'ouvrir les portes de la cage, de cette lapinière, et de pouvoir s'en échapper. Avant, on avait le sentiment que la société américaine offrait cette possibilité-là, cette chance-là à chacun. C'était aussi ça le rêve américain. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est dans une impasse et qu'il est devenu de plus en plus compliqué de rêver et en plus d'ouvrir cette porte ? Yes, I definitely think so. I think there's a false impression. Je crois qu'il y a une fausse impression en Amérique, cette idée d'une méritocratie. Que tout est une question de volonté et que si on travaille assez dur, si on est patient, on peut réussir absolument tout ce qu'on veut. Mais on voit très clairement, surtout quand on grandit dans un endroit qui souffre de la pauvreté, qu'il y a des choix qui ne sont pas accessibles aux gens dès l'instant où ils sont nés. Et moi, j'ai grandi dans un endroit où les gens étaient culpabilisés pour ne pas réussir à avoir pris des chemins qui leur étaient pourtant fermés depuis la naissance. France Culture, il est 12h19 avec notre invitée, la romancière américaine Tess Gunty. Elle publie chez Gallmeister son premier roman, Écoutez-moi jusqu'à la fin. C'est son titre en français. Like the first time I made time in a minute. Rock with it, I'm in attendance. How could we clear feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feeling just got attached. I got the days fall, the straight fall, away small. The waist started dancing on me. Had to take you back home. Time moving slowly, fast forward. In the belly, your signs is angelic. And mine through my aesthetic, and most are tragic. Loving without limits, the message is so vivid. Round and round with me, the baby don't mind spinning. Word, put it working over pearls. Shorty could be my girl. Look at this so thorough, she precious like little pearls. Hair straight of them pearls, beautiful cause you earned it. Making this thing worth it.
premier single d'un album intitulé Volcano qui paraîtra bientôt. C'est Candle Flame du duo Jungle avec l'association de Eric The Architects pour indiquer aussi qu'ils seront en tournée en octobre avec des dates en France, en Belgique et aussi chez nos camarades suisses. Bienvenue à vous, c'est Bienvenue au Club. France Culture, bienvenue au Club. Olivia Gisbert. Avec notre invitée Tess Gunty aujourd'hui. Tess Gunty, je vous ai demandé si vous pouviez lire un extrait. Peut-être vous pouvez commencer. Si c'est compliqué en français, Marguerite Capel prendra le relais. Oui, d'accord. Ça vous dit d'essayer ? Cet extrait du premier chapitre, le contraire de rien, on l'évoquait tout à l'heure, c'est Blandine qui vient d'être retrouvée allongée sur le sol de son appartement, l'appartement C4 de cette lapinière, et elle sort de son corps. Et c'est un moment qu'elle est en train de vivre presque comme elle l'avait toujours espéré. Et vous écrivez: couteau, coton, sabot, eau de cheval, douleur, fourrure, extase. Tandis qu'elle sort d'elle-même, Blandine est tout cela. Elle est tous les résidents de son immeuble. Elle est déchet et chérubin. Elle est une chasseur et en caoutchouc au fond de l'océan. Elle est la combinaison orange de son père. Elle est une brosse lissant les cheveux de sa mère. La première et dernière usine automobile Zorn-de-Vacaville dans l'Indiana. Un noyau à l'intérieur de l'homme qui a cambriolé son corps quand elle avait 14 ans. Peut-être Marguerite peut... Marguerite. Une paire de lunettes rouges sur le visage de sa bibliothécaire favorite. Un radis arraché d'un parterre. Elle n'est personne. Elle est Cathy, la chienne d'eau portugaise, qui lui léchait le visage chaque fois que sa famille d'accueil les expulsait toutes les deux dans la neige parce qu'elle gênait. Un algorithme de ciblage publicitaire et un granité bleu acheté à la station-service. La première paire de claquettes au pied d'une jeune enfant actrice et l'homme qui lui demande de faire plus d'efforts. Elle est le smartphone qui la filme tandis qu'elle saigne sur le parquet de son appartement, et elle est le vernis à onglet caillé que porte l'adolescente qui a procédé à la 90e étape de l'assemblage de ce téléphone dans un atelier vert d'une usine de Shenzhen en Chine. Un satellite américain, un vilain mot, la bague au doigt de son professeur de théâtre au lycée. Elle est tous les lapins d'Amérique broutant la végétation de sa ville qu'on dit mourante. 10 minutes de plaisir s'embrasant entre les gens qui l'ont conçue, l'ultime cachet d'oxycodone sur la langue de sa mère, le marteau qui condamnera les garçons à la prison pour ce qu'ils sont en train de faire à Blandine en cet instant précis. Cela n'existe pas, l'instant précis. Elle n'est pas une jeune femme de plus blessée sur ce parquet, son corps lacéré par des hommes pour ses ressources. Non. Elle est attentive. Elle est le dernier rire. Par ce soir de chaleur dans l'appartement C4, lorsque Blandine Watkins sort de son corps, elle n'est pas tout, pas vraiment. Elle est seulement le contraire de rien. On vous rapproche souvent, Tess Gunty, d'autres écrivains de votre génération. On parlait de cette littérature mystique, des livres, des mystiques du Moyen-Âge que lit votre héroïne et que vous avez lu également. Mais est-ce que vous vous sentez aussi proche d'un Gabriel Tallent, l'auteur de My Absolute Darling, ou également d'autres auteurs de cette génération, peut-être Tiffany McDaniel, aussi publié chez Gallmeister avec son livre Betty. Est-ce que vous vous sentez proche de tous ceux qui essayent de comprendre aussi ce que cette époque fait à votre génération? I think there are so many contemporary influences that beaucoup d'influences contemporaines qui m'ont aidé à écrire ce livre. Certaines ne sont pas aussi évidentes que d'autres, mais beaucoup des romans que j'ai lus en écrivant ce livre étaient polyphoniques, comme ce roman, L'Infinie Comédie de David Foster Wallace, N.W. de Zadie Smith. Et puis bien sûr, j'adore Anne Carson. C'est une autrice qui écrit en vers. J'adore Claudia Rankine aussi. Maggie Nelson. Je pense que c'est une époque très excitante pour écrire et je n'ai jamais de problème à trouver des influences dans la littérature contemporaine. C'est difficile à écrire, mais il est important d'aller au fond de la noirceur. Je voulais montrer que même quand les choses sont sombres, l'innocence et la dignité restent présentes. Voilà ce que nous disait Gabriel Tallent au moment de la parution de My Absolute Darling. Vous êtes d'accord avec lui ? Tu peux le répéter. C'est difficile à écrire, mais il est important d'aller au fond de la noirceur. Je voulais montrer que même quand les choses sont sombres, l'innocence et la dignité restent présentes.
Yes, I completely agree with this, and I think. Oui, je suis complètement d'accord. I was asked recently if I'm an optimist or a On m'a pessimist. demandé récemment si j'étais optimiste ou pessimiste. That kind of identification Pour doesn't moi, make sense. ça n'a pas beaucoup de sens, ce genre What makes d'étiquette. sense to me Ce is qui to a du sens bear à mes witness yeux, to c'est whatever is in front of d'être me, témoin de ce and qui se to passe en really face de moi pay close attention et to what d'y is in prêter front of vraiment me, attention, whether it's darkness, whether que it's ce soit light. sombre ou que ce soit de la And lumière. I don't think that darkness ever appears Je ne without pense light. pas I que think that l'obscurité even puisse in the exister sans darkest lumière. moments, Je pense que dans les moments les plus sombres, there's room for connection, il y a for toujours de la love, place for pour le art and lien, beauty, pour l'amour, pour l'art, pour la beauté and freedom. et la liberté. Il y a une quadruple violence évoquée dans votre livre, la violence sociale, la violence masculine à l'égard des femmes, la violence aussi d'une mère qui a du mal à reconnaître son enfant, en tout cas de ce déni de parentalité pour certains parents aujourd'hui, et puis il y a la violence environnementale qui est très présente, autre préoccupation commune à toute une génération d'écrivains, cet engagement écologiste de votre héroïne qui se bat pour protéger une zone naturelle de la ville qui menace d'être détruite par un vaste projet immobilier, et on imagine que là encore, vous, Tess Gunty, vous faites cause commune avec votre héroïne. I think that the extraction economy is really. Je pense que l'économie extractiviste est extrêmement brutale partout en Amérique, mais c'est particulièrement visible dans les villes comme la mienne. Vacaville est une ville fictionnelle, mais qui est inspirée par ma propre ville natale. Il y avait là-bas une entreprise automobile qui a existé pendant un siècle, qui a apporté beaucoup de prospérité, et puis qui a fermé de façon très abrupte. Et je pense que quand ce genre de catastrophe économique arrive, on voit partout la violence de cette économie extractiviste qui crée toutes sortes de violences, comme vous l'avez dit. Je pense que c'est malhonnête de prétendre que les romans n'auraient pas d'ambition politique. Je pense que tous les romans sont politiques. Écoutez-moi jusqu'à la fin, c'est signé Tess Gunty, ça paraît chez Gallmeister. Merci beaucoup. Merci à vous.